Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine qui commence sur Actu Matin aujourd'hui. Et dans ce premier numéro, pour ouvrir la marche, des sujets politiques et sport. Politique, avec déjà le commentaire de Franck Aounou, qui va planter le décor. C'est notable et pas besoin de microscope pour le voir. Les partis de la mouvance présidentielle se réorganisent aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Le dernier cas en date, c'est celui du bloc républicain qui était ce week-end en congrès extraordinaire. Notre invité ce matin, le député Romaric Ogoualé, qui sera ici sur ce plateau pour nous parler de cette activité et des nouvelles décisions prises par le parti. Donc ce week-end, ce sera avant notre débat qui portera sur cette dynamique au niveau donc de la mouvance de changer de la physionomie des partis, puisqu'avant le BR, l'UPR et moi le Bénin sont passés aussi par là. On peut bien donc le deviner, c'est dans la perspective de 2026. Les débatteurs donneront leur avis. En sport, le Bénin a été encore une fois éliminé à la dernière journée des éliminatoires de la CAN pour la prochaine édition annoncée en Côte d'Ivoire. Nous en parlerons en sujet 2 lors de nos débats, mais déjà, les journaux reviennent sur ce triste moment, à commencer par Fraternité, qui va ouvrir tout à l'heure la une des journaux. Les fans du football et de l'équipe nationale du Bénin sont très déçus et c'est un euphémisme, dirait-on. Bienvenue à tous. Voilà donc pour le premier rendez-vous sur l'Actu Matin, ce sera la une des journaux. On va ouvrir avec Fraternité ce matin, très sportif. 5e édition du championnat mondial de pétanque, 37 pays en liste. Le Bénin fait forte impression. Participation à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les grandes leçons de l'élimination des guépards du Bénin. Mise en service des marchés modernes à Cotonou, de l'enchantement à l'impatience, séisme au Maroc, les secours s'activent dans un contexte difficile. Le prix AWA est de retour au Bénin, précision à la page 5 du quotidien, c'est totalement en bas de votre petit écran. Et bien voilà, Christelle vous aide à mieux le voir. On passe à l'autre quotidien, Cannes 2023, Bénin-Mozambique, les Mambas sortent les guépages, notre homme met en cause la rigueur de ces poulains. La boussole, à l'issue de son congrès extraordinaire, le bloc républicain requinqué, éliminatoire ou élimination du Bénin pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Écureuil au guépard, même pipe, même tabac. Dynamisme info, suscitation précoce de candidature pour 2026. La jeunesse désœuvrée, manipulée à des fins électoralistes. Récurrente débâcle du 11 national, nécessité de réformer le football béninois. La nouvelle génération, congrès de remobilisation du bloc républicain sous le signe du renforcement de l'occupation du terrain Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin bloqué au péage de la qualification, ironise la Nouvelle Tribune. Pas la Nouvelle Tribune, la Nouvelle Génération plutôt. On va passer maintenant à Défi Info. Congrès extraordinaire du parti du cheval blanc cabré. Ablaye Biotchane est élu président du bloc républicain. La cime de l'info, échec du système partisan. Le réveil tardif de Jacques Kayadji. L'homme relève 3 imperfections du système. Dernière journée, Cannes Côte d'Ivoire. Les guépards laminés par le Mozambique. 3-2. Matin libre descend sur les théâtres de l'opération Mirador, offrant les soldats béninois vent debout contre la menace terroriste des zones frontalières désormais conquises et contrôlées par l'armée du Bénin. Le Bénin ne sera pas à la CAN Côte d'Ivoire 2023 et là nous sommes avec un autre titre de écureuil à guépard. Visiblement on n'a pas bougé, rien n'a changé. Le Soleil Bénin Info, succession de Patrice Talon en 2026, pénurie des présidentiables. Avis donc à ceux qui ont bien envie d'être candidats en 2026. Le matinal, négociation gouvernement syndical, des mesures spécifiques prises pour la rentrée. Le matin, négociation gouvernement central syndical, des dispositions pour une année scolaire et universitaire apaisée. Le télégramme, grande mafia d'escroquerie dans les affaires de dédommagement à Djara. Un citoyen sollicite l'intervention du président Patrice Talon. La Nation, 17e édition du répertoire des prix de référence. Nouvelle aide dans la gestion des dépenses publiques.
Gaskiani Info, championnat mondial de pétanque au Bénin. La fête du crépitement des boules lancée officiellement, donc Nord-Sud quotidien, négociation gouvernement syndicat. Les mesures pour une année académique, apaiser la relève Info Douane, originaire d'Aboumé, qui est Alain Rinkati. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, 50e édition du championnat mondial de pétanque, 37 pays en lice, le Bénin fait forte impression. Participation à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les grandes leçons de l'élimination des guépards du Bénin. Mise en service des marchés modernes à Cotonou, de l'enchantement à l'impatience et puis séisme au Maroc. Les secours s'activent dans un contexte difficile. On a des titres rapidement. Le prix Awa est de retour au Bénin, annonce le quotidien publié à Ménotin. Et voilà donc les informations à la une des parutions ce matin. On va fouiller un peu l'intérieur de Fraternité comme à notre habitude. Eh bien, quelles sont les grandes leçons de l'élimination des guépards de la compétition? Eh bien, c'est Ange-Pauline Touama qui fait son analyse ce matin dans la parution du journal aujourd'hui, lundi 11 septembre 2023. C'est dit qu'en réalité, la participation à la CAN 2023 n'était pas dans les plans dès le début. Quand on voit un peu tout ce qui s'est passé, cela se démontre aisément dans les tergiversations constatées après le départ de Michel Dussuyer en fin d'année 2021. En effet, après son départ, les autorités ont mis du temps pour installer un nouveau staff. L'équipe a été conduite par un intérimaire pendant plus d'une année. Moussa Latoudji a dû conduire la sélection lors des 2 premières journées des éliminatoires. Il a fallu ces revers et l'hécatombe avant une réaction de la FBF et du ministère des Sports. Le nouveau staff n'a pas pu colmater les brèches et la note a été salée, sinon très salée, pour ceux qui étaient quart de finalistes. En 2019, en Égypte, on passe maintenant à une autre discipline, notamment les sport ball. Vous le savez, le Bénin accueille depuis ce week-end la 50e édition du championnat du monde de pétanque. 37 pays sont chez nous à Cotonou. Le Bénin a fait forte impression, rapporte Fraternité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous les résultats des différents matchs livrés à l'occasion dans les colonnes de Fraternité ce matin. Vous avez à la page 8 du quotidien ce qui fait l'essentiel de l'actualité au plan continental au Maroc, avec le difficile accès à Moulay Ibrahim dans les montagnes, les zones les plus touchées. Vous avez aussi justement que le Maroc est à la une de l'information. Depuis ce week-end, un grand séisme a frappé le pays. Les secours s'activent toujours, c'est dans un contexte assez difficile, nous rapporte Fraternité ce matin. Achetez le journal et informez-vous. Informez-vous aussi en restant devant votre petit écran de télévision. Vous avez droit justement à de bonnes informations grâce à la rédaction de cette télévision-là. Sur Actu Matin, c'est le bulletin qui vous permet d'avoir les échos de ce qui se passe au Bénin. Teddy Goudalo est à la présentation ce matin. Teddy, bonjour. Tanguy Agoy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Dans votre bulletin d'information, on aura les images de la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Eh bien, il y a que Bertin Kaovi a tenu une rencontre privée le week-end écoulé avec plusieurs couches sociales des communes de Kandi, Karimama et Malanville touchées par cette situation. L'homme politique a plaidé pour une réouverture rapide des frontières pour soulager les peines de population. Et puis la séance de prière pour la préservation de la paix au Bénin, c'est l'honorable Célestin Onsou, élu du parti Les Démocrates dans la 20e circonscription électorale qui s'y attelle. Vous l'avez à l'image. Et bien, avec les responsables de sa formation politique, ils ont invoqué la bonté de Dieu sur le Bénin. Voici le bulletin d'information. Bertin Kaovi, c'est un acteur politique, plaide pour une réouverture rapide des frontières entre le Bénin et le Niger. Il a initié à cet effet une rencontre privée avec plusieurs couches sociales des communes de Kandi, Karimama et Malanville, durement touchées par cette situation. Kaovi Bertin donc a lancé un appel au chef de l'État, Patrice Talon, pour un dénouement de la crise. Voici le reportage de Epiphane Chabi de Socrate à Dantodé. En lieu et place d'une manifestation officielle, c'est à une rencontre privée que Bertin Kaovi, acteur politique et partisan de la réouverture des frontières béninoises, a convié les populations de Malanville, Karimama et Kandi ce vendredi 8 septembre 2023. Dans un domicile privé,
il a rencontré les populations de ces 3 villes, acquises à sa cause et a, au cours de la séance, délivré un message dans lequel il a appelé ces derniers à plaider pour la réouverture des frontières auprès du chef de l'État béninois Patrice Talon. Je n'ai aucun camion qui soit bloqué. Je n'ai aucune marchandise. Je n'attends aucun électeur ici. Je ne suis même pas si je suis candidat à quoi que ce soit. Mais par amour pour vous, je dirai ce que personne n'a le courage de dire, que chacun dit dans sa chambre. Parce que Dieu va parler par ma bouche. Et Dieu va toucher le cœur du président Patrice Talon. Car tout est entre ses mains. S'il nous laisse mourir, c'est que Dieu aura voulu. Si Dieu veut qu'il nous sauve, il va nous sauver. Et j'ai confiance que Dieu va toucher son cœur. Vous qui êtes des sages de l'islam, vous connaissez la sourate 105, l'éléphant. Mais Dieu est intervenu pour sauver la Kaaba. Il fera la même chose pour Malanville. Il enverra les oiseaux combattre ceux qui combattent Malanville. Il empêchera les 13 éléphants de marcher sur Malanville. Parce que nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de pouvoir manger. Et j'ai toute confiance en Dieu, lui qui a permis que je sois ici aujourd'hui. D'ailleurs, les banderoles confectionnées à cet effet résument à suffisance les intentions de l'organisateur de cette rencontre. Les messages inscrits se résument essentiellement aux préoccupations et difficultés des populations de ces différentes villes frontalières au Niger. Tout en témoignant leur entier soutien au président Patrice Talon, Bertin Kouovi et l'ensemble des participants à cette réunion plaident pour que les frontières entre le Niger et le Bénin soient réouvertes au plus vite. Changez votre caractère. Allah fera en sorte que des situations se tournent en votre faveur cette semaine. Si vous honorez avec un discours gracieux et un cœur pur le roi que Allah a placé sur votre chemin, c'est pour ça que nous honorons Patrice Talon avec un cœur pur. Cette rencontre a été sanctionnée par une prière musulmane dite sur place. Après la séance, Bertin Kouovi et plusieurs autres participants à cette rencontre se sont rendus à la mosquée Blanche, à Tacitedi, l'un des quartiers de la ville de Malanville, pour poursuivre la prière qui, selon lui, permettra au président Patrice Talon d'accélérer le processus de réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Voilà, Bertin Kouovi, lui, membre du parti Bloc républicain. On va rester justement dans cette partie du pays pour continuer à parler politique et avec un autre parti politique, l'UPR notamment. À Malanville, Karimama et Kandi, vous nous dites, Teddy Goudalom, que les militants de ce parti ont eu droit à une séance de réédition de comptes. Eh bien, Tanguy Agoy, cette rencontre des députés UPR de la première circonscription électorale a permis aux députés d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur divers sujets brûlants qui font l'actualité. Ils ont également fait le point des activités menées durant la période du 12 février au 12 juillet 2023. Lancé le 6 septembre dernier à Toviklen dans le département du Koufou, par le président du parti Union progressiste Le Renouveau Joseph Djokbenou, la mission de reddition de comptes des députés de cette formation politique se poursuit. Et ce vendredi 8 septembre 2023, ce sont les militants et militantes de la première circonscription électorale qui ont accueilli en grande pompe leurs représentants à l'Assemblée nationale. Dans la salle de réunion de l'arrondissement central de Malanville, Djamila Sabi Mohamed, Issa Salifou et Labiou Amadou Djibril, les 3 députés UPR de cette circonscription électorale, accompagnés de leurs collègues Domitien Ouemou, Laza Sekhueto et des suppléants députés à l'Assemblée nationale ont fait le point de leurs activités durant la période du 12 février au 12 juillet 2023. Cette première rencontre officielle entre les députés et militants du parti Union progressiste Le Renouveau était aussi une occasion pour les honorables députés à l'Assemblée nationale de recueillir les différentes préoccupations des populations avant la session prochaine qui sera consacrée au vote du budget de l'État. Le groupe parlementaire a ainsi décidé, avec l'appui du parti, procéder à la reddition du compte. Parce que vous nous avez envoyé là-bas, il faudrait qu'on revienne rendre compte de ce que nous avons fait depuis le 12 février, où on nous a appelés à Porte-Nouveau, jusqu'au
juillet 2023. Lors de la reddition de comptes, nous avons parlé quand même des questions orales que nous avons adressées au gouvernement en ce qui concerne le drame au niveau de Dassa et de Tofor et également au niveau en ce qui concerne le terrorisme. Alors le terrorisme, nous savons que ici à Karimama, les difficultés sont énormes. Nous avons eu des tueries, nous avons eu des écoles fermées. Alors les échanges ont porté sur comment faire pour que les enfants puissent retourner dans leur classe. Et également, quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises pour que le terrorisme connaisse vraiment du recul. Et il faut rappeler que comme question orale avec débat, nous en avons eu un seul et c'est concernant le CNHU de Cotonou qui est vraiment criard et nous avons voulu vraiment que ça soit une question orale avec débat afin que les députés que nous sommes, nous puissions échanger vraiment avec le gouvernement. Puisqu'il s'agit d'une séance de reddition de comptes, les actions personnelles et collectives menées par les députés de ce parti ont été exposées à l'assistance. Sur la situation au Niger et la position du Bénin, l'honorable Issa Salifou a tenu à rendre les choses claires. Je vais vous dire que le président Talon, dans sa déclaration, a parlé de guerre et ça fait un tollé. Mais sachez qu'aucun Béninois ne veut faire la guerre contre le Niger. Aucun. Il n'y a qu'un militaire qui est prêt à aller faire la guerre. Celui qui dit ça a menti. Et je parle sous contrôle du président de la République. Sur le plan diplomatique, avec la pression des uns et des autres, le président est obligé de dire certaines choses. Mais dire que le Bénin va faire la guerre contre le Niger, c'est faux. Ça c'est un. Deux, si le Bénin veut faire la guerre contre le Niger, ils vont passer par où? Par Karimama ou Manaville. Vous croyez que nous on va laisser faire? Aucun militaire ne peut passer par Manaville ou Karimama pour attaquer le Niger. C'est pas possible. D'abord, ce n'est pas dans l'agenda du président de la République. Ce n'est pas dans son agenda. Précisons que cette mission de reddition de comptes va se dérouler dans toutes les circonscriptions électorales et prendra fin le 21 septembre prochain, conformément à l'agenda établi par la direction de la formation politique. On parle toujours politique dans ce bulletin. Les militants du bloc républicain ont tenu leur congrès extraordinaire week-end écoulé à Cotonou. Une rencontre qui a permis de revisiter les textes fondamentaux qui régissent le parti, l'élargissement des membres du bureau politique et bien d'autres actes forts. On parle désormais de président de parti et non de secrétaire exécutif national. La relecture des textes fondamentaux et l'élection d'un nouveau bureau politique sont les principales activités ayant meublé ce congrès extraordinaire du Parti Bloc républicain. Venus de tous les départements du Bénin, les militants sont unanimes sur l'importance de la remobilisation de cette formation politique. Camarades militantes et militants, j'ai l'insigne honneur de vous annoncer qu'au terme des travaux du congrès ordinaire, notre parti s'est doté d'une structure opérationnelle au sein du bureau exécutif national. Désormais, notre parti est dirigé non pas par un secrétaire général, mais par un président du parti que je vous dis d'accompagner. C'est un motif d'assurance que notre parti aborde une nouvelle saison politique. Et je suis heureux et fier de ce que chacun de nous a pu accomplir au cours des semaines passées. Fier pour notre engagement politique à tous, fier pour le sens de responsabilité et fier pour le nouvel élan que nous prenons ensemble ce jour, samedi 9 septembre 2023. Ce congrès extraordinaire vient donc donner une nouvelle base au parti du cheval cabré qui ambitionne devenir
la formation politique la plus représentative, ce qui justifie l'élargissement du nombre des membres des instances dirigeantes constituées de jeunes hommes et femmes capables de redonner vie au parti. On a adopté qu'il faut élargir le bureau politique à toutes les personnalités du parti, notamment les députés S-qualité, les membres du gouvernement S-qualité, les maires S-qualité, les coordonnateurs de communes S-qualité, les suppléantes des femmes élues et des personnalités reconnues pour leur grande contribution à la vie du parti. Je veux vraiment reconnaître la grande ouverture qui s'est faite pour apporter dans cette instance la plus haute du parti de nombreux jeunes, de nombreuses femmes. Faire partie de l'équipe dirigeante d'un groupe et plus encore d'un parti politique est la célébration du mérite, la reconnaissance de votre engagement, mais surtout de gros défis que le Bloc républicain vous confie. Le bureau politique est le laboratoire national du parti d'où se prennent les décisions. Cela exige de chaque membre un certain nombre de valeurs morales et sociales. Et je veux nous inviter à un travail d'équipe pour impacter la dynamique qui se crée à la base. Les nouveaux défis du parti nous demandent de redoubler d'efforts sur le terrain. Et j'ai l'intime conviction que nous mesurons tous la grandeur et l'étendue de notre responsabilité. Cette rencontre de remobilisation du Parti Bloc républicain est un acquis pour les militants. De gros défis restent donc à relever pour l'enracinement du parti sur l'échiquier politique national. La préservation de la paix au Bénin préoccupe l'honorable Célestin Oussou, élu du Parti Les Démocrates de la 20e circonscription électorale. L'homme a initié dans la commune d'Apromissérité une prière à l'endroit du chef de l'État qui puisse évoquer la paix au Bénin. Forte mobilisation des militants des 5 communes de la 20e circonscription électorale autour de l'honorable Célestin Oussou pour une prière pour la paix pour la nation et par-delà les frontières, la libération des militants démocrates gardés en prison, dont Rekia Madougou et Joël Aïvor, et la concrétisation des aspirations du Parti Les Démocrates. La séance de prière qui nous réunit ce jour est inspirée par 3 raisons fondamentales. La première raison est fondée sur la situation socio-politique actuelle dans notre pays. En effet, depuis 2019, notre pays, le Bénin, traverse une période de tumultueux. Les populations essoufflées et menacées dans leur existence réclament au cri sonore leur liberté. Elles crient à la souffrance, elles crient à la cherté de la vie. Le désespoir gagne au jour le jour notre jeunesse. Mesdames et messieurs les invités, permettez-moi d'attirer l'attention du gouvernement du président Patrice Talon sur l'état psychologique actuel du peuple béninois en lui disant que davantage le ciel s'assombrit et que le silence actuel du peuple est loin d'être une expression d'adhésion à sa gouvernance, mais plutôt un signe de résignation. C'est un grondement sonore dans un ciel lourd de nuages. C'est pourquoi nous devons prier, mes chers compatriotes, pour notre pays. La dernière raison est l'exhortation permanente du président d'honneur du Parti Les Démocrates, le docteur Thomas Poni Yahi, à la prière pour la paix dans notre pays, la paix sur le peuple béninois, la paix en Afrique et en tout temps et en tout lieu. Je voudrais ici même souffrir avec vous parce que je sais que le camarade Joël Aïvor, pour qui nous avons de l'estime, il est d'ici. Que nos prières également aillent en sa direction, qu'il se porte bien et qu'il retrouve très prochainement sa famille, ses enfants et surtout ses étudiants.
Il y a fort longtemps que la 20e circonscription électorale n'a plus donné de députés à un parti d'opposition. En se faisant élire député de la 9e législature sous la bannière du Parti Les Démocrates, Célestin Oussou a prouvé que la 20e circonscription électorale n'est plus une citadelle imprenable et que son parti a les arguments pour s'ancrer davantage dans les cœurs des populations de cette partie du Bénin. Sans aucun discours démagogique, les populations de la 20e circonscription électorale ont compris que de nos jours, l'avenir du Bénin est clairement porté par le Parti Les Démocrates. Elles sont désormais déterminées, gonflées à bloc, pour faire enraciner le parti dans la 20e circonscription électorale afin qu'en 2026, il y ait au moins 4 députés, les 5 mairies et que le prochain président de la République soit issu du Parti Les Démocrates. Cette détermination du député Célestin Oussou et des populations de la 20e circonscription électorale est fortement encouragée par les responsables au plus haut niveau du Parti Les Démocrates. À partir de ce moment, je vous invite, chers frères, dans l'union, dans la solidarité et avec détermination, à nous mobiliser pour renforcer les bases du parti, afin que, aux prochaines élections, il n'y ait aucun espace, aucun bureau de vote où il ne soit possible de renverser le résultat. Le Parti Les Démocrates se réclame le parti du peuple et il compte rester fidèle à cette ligne pour le bien-être des populations. À l'instant, Emma Rodonu de notre antenne régionale Ouémé Plateau. Eh bien, Tanguy Agoy, ce sera tout pour ce matin. Teddy Goudala, merci beaucoup pour la présentation de ce bulletin d'information et vous passez une très très bonne journée. Bien, merci. Mesdames et messieurs, d'autres rendez-vous de l'information de la journée. Vous avez les éditions intermédiaires à 11h et à 16h par exemple. Ce sont les bulletins d'information comme ce matin tout à l'heure avec Teddy Goudala. À 13h et à 19h30 et 22h30, ce sont les grandes éditions. Vous avez l'information, la vraie sur Canal 3. Bénin, je vais vous annoncer aussi que dans ce studio, on recevra tout à l'heure l'honorable Romaric Ogouale qui est quand même membre du bloc républicain. Le parti était en congrès ce week-end, on en dira deux mots. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et on va passer maintenant à un autre bulletin d'information, cette fois-ci d'actualité sportive. Voici Sport Matin. Ali, on l'a annoncé pendant longtemps par ici sur ce plateau. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy. Je le disais donc, depuis des mois, on l'annonçait, les mondiaux de pétanque ont démarré ce week-end. C'est à Cotonou, ça se passe derrière justement l'Amazone. Oui, Tanguy, 37 nations participent donc à la compétition sur les images. Vous verrez tout à l'heure, donc pour ces 50e mondiaux de pétanque que le Bénin accueille depuis le samedi 9 septembre dernier. Les festivités ont démarré par une cérémonie donc d'ouverture, comme ça se passe d'ailleurs pour tous les grands événements sur les images, comme je vous le proposais, les différentes nations qui sont présentes au Bénin dans le cadre de cette compétition. Tanguy, permettez-moi donc de vous dire qu'il y a eu donc un spectacle qui a été offert au public qui ont participé, qui ont suivi la cérémonie d'ouverture. Le public s'est déplacé massivement. Tous les gradins étaient, je dirais, archi-combles par occupés, que ce soit les Béninois ou les étrangers résidant au Bénin ou encore les supporters qui ont suivi donc les différentes équipes nationales qui ont effectué le voyage avec les différentes équipes nationales qui étaient donc présents. Le président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provinciaux, les personnalités, je vais citer ainsi les personnalités qui étaient présentes lors de cette cérémonie d'ouverture. Il y avait également le président de la Confédération africaine de sport boule que vous voyez bien sûr à l'image, l'honorable Idrissou Ibrahima. Il y avait également le ministre des Sports et le président de la Fédération béninoise de pétanque, l'honorable Garba Yaya, était aussi présent à la fin donc de la cérémonie d'ouverture. Voici pour vous quelques avis recueillis sur place que nous allons suivre rapidement. Le Bénin aujourd'hui est au sommet de la pyramide de la pétanque, donc c'est tant mieux pour nous et c'est grandiose ce qu'on a fait. On ne s'attendait pas à une telle réussite, mais aujourd'hui c'est fait. Il y a beaucoup d'ambiance. J'espère que le Bénin va être à la hauteur de ce qu'on attend de nous.
Vraiment, c'est énorme. On ne pensait pas que c'était aussi beau. Et la pétanque, je ne connaissais pas beaucoup. Mais le Bénin a bien fait de l'accueillir parce que, et surtout à l'esplanade de l'Amazone. Donc moi, je suis très fière d'être ici aujourd'hui. Vraiment, c'était sympa de voir. Et moi, je suis italienne, mais malheureusement, l'Italie n'est pas là. Mais c'était bien, il était chouette. On est venu voir la cérémonie d'ouverture. Elle était bien. Donc j'espère qu'elle va tout bien passer. Et voilà. Merci. Une très belle cérémonie d'ouverture en images, Tanguy, et puis en couleur également. La grosse surprise, c'était donc l'arrivée du président de la République, une arrivée discrète qui n'a pas été sans effet. Absolument. Et c'était l'un des temps forts, hein, dois-je dire, de la première journée de ces 50e mondiaux de pétanque. Nous allons suivre le résumé que vous nous proposez ce matin sur l'arrivée sur les lieux du chef de l'État. L'invité surprise, c'était au cours du match à Algérie-Bénin, comptant pour le premier tour mix. On le sait assez discret, mais ici, on pouvait bien le confondre aux spectateurs. De toute évidence, à cet instant, il voulait en être un. Sinon, il l'est, mais bien concentré sur le match. Les Guépards affrontaient l'équipe algérienne en double mixte. Timing parfait pour vivre toutes les émotions d'une explication de pétanque. D'abord, avec une entrée surprise qui change l'ambiance du boulodrome alors que le Bénin était mené face à l'Algérie. L'effet réjaillit sur les boulistes. Un soutien de taille vient d'arriver. Les Guépards qui avaient déjà perdu leur avance au profit des Fennecs vont reprendre l'avantage. Et c'est réussi avec l'élément de bouchon. Très bien réussi de la part de Marcel. Oui. C'est un garçon terrible avec un mental d'acier. Désormais, seulement une mène sépare les deux équipes. Tout le monde est concentré. Le président de la République très attentif. À 10-11, il fallait faire le nécessaire. Et Marcel Agoncan assure à nouveau. Beaucoup de concentration quand même sur ce jeu. On va se positionner au mieux. Et voilà qui est fait. Voilà, c'est fait. Le jeu est fermé, le Bénin qui l'emporte sous les ovations du président de la République. Le Bénin remporte la partie sur le score de 10-13. Patrice Talon n'aura pas été mieux accueilli. Le président de la République ira ensuite féliciter les joueurs avant de repartir. L'ambiance, hein, à Limoumouni, faut-il le dire. Dans l'ensemble, il faut reconnaître que l'infrastructure momentanée était une merveille. Oui, Tanguy, il faut reconnaître que le boulodrome mis en place était un chef-d'œuvre réalisé donc par le gouvernement du Bénin. En tout cas, c'est l'attraction du moment. Tout le monde ne peut s'empêcher de commenter. Suivons ici l'appréciation des participants venus du Congo qui nous ont donné leur avis. C'est vraiment un scandale de réalisation parce qu'on ne pouvait pas penser que le Bénin ou un pays africain serait à la hauteur de cette réalisation. Bravo pour tout le monde qui a participé, bravo pour le gouvernement béninois, bravo au président Idrissou et au président Azema pour tous les efforts faits pour que cette compétition arrive au Bénin. Alors la cérémonie était magnifique et chapeau à l'organisation et surtout à tout le peuple béninois. Parce que nous avons vu l'engouement et l'accompagnement de cet événement. Et ça a été très émouvant aussi. Et donc, félicitations à l'organisation. Pour les deux premières journées, les Guépards et les Amazones ont fait donc bonne figure. Le 8e de finale des simples, doubles et mixtes démarre aujourd'hui. On va faire rapidement le tour des différentes explications qui attendent donc le Bénin. Le Bénin qui est représenté par deux formations, l'équipe du Bénin A et puis l'équipe du Bénin B. Donc pour ce qui concerne les différentes 8e de finale, les différentes affiches de 8e de finale qui démarrent ce matin, on aura au niveau des tête-à-tête Homme-Tunisie qui affrontera l'équipe du Bénin B et puis le Bénin A aura pour adversaire
les USA. Au niveau des tête à tête dames, il y aura l'Algérie, Bénin B et puis France, Bénin A. Doublette homme, Bénin B affrontera donc Algérie et Bénin A affrontera le Burkina Faso. Au niveau des doublettes dames, Tanguy, malheureusement, une équipe béninoise va devoir quitter la compétition. Bénin A affronte Bénin B. Et puis on finit avec les doublettes mixtes. Là où on a donc au niveau des doublettes un homme et une femme. Donc la Thaïlande affrontera l'équipe du Bénin B. Et pour finir, le Bénin A sera face à l'équipe du Sénégal. Tanguy, voilà pour l'essentiel à retenir, les différentes affiches. C'est pour aujourd'hui, prenez le rendez-vous, c'est juste derrière la place de l'Amazon. On prend donc le rendez-vous et on doit être, faut-il dire, en suivant ces images que vous nous aviez ramenées ce matin, très fiers de cette équipe du Bénin, de 16 équipes du Bénin qui participent à ces mondiaux de pétanque. Ali Momoni, il y a une autre discipline dans laquelle on ne peut pas être, en tout cas, fier de l'équipe du Bénin. Vous pouvez deviner, je parle de football là, le Bénin a été éliminé. Le Bénin ne sera pas à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Oui, l'espoir était permis, mais le rêve s'est estompé à Maputo. La seule ici était la victoire, mais les Guépards ont failli, Tanguy. Ils ont failli totalement, faut-il dire, à quelques secondes. Hein. Je dois dire, 2 matchs nuls et d'une élimination. Ils sont quand même éliminés avec une défaite. C'était la série sur le gâteau. Voici le résumé du match donc Mozambique-Bénin de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Après 2019, le Bénin, pour une deuxième fois d'affilée, ne sera pas au rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour les éliminatoires de la CAN 2023, le scénario du Bénin nécessite une victoire obligatoire à Maputo lors de la 6e journée. Mais hélas, la joie n'aura duré qu'un quart d'heure. On était qualifié pendant une quinzaine de minutes, puisqu'on a mené 1-0. Le but était inscrit à la 20e minute par Steve Mounier sur pénalty. Mais le Bénin sera ensuite pressé par l'adversaire. Au bout de 7 minutes, le Mozambique égalise. Puis prend l'avance 4 minutes plus tard, 2-1 à la pause. De retour des vestiaires, les hommes de Guénotro vont égaliser à leur tour. Dans les arrêts de jeu, alors qu'ils pensaient que tout est terminé, les Mozambicains profitent pour se mettre à l'abri. Un 3e but qui scelle définitivement le sort des Guépards. Et c'est terminé. Retour au bercail en attendant les éliminatoires du Mondial 2026. Oui, il vaut mieux passer à autre chose, tourner la page et passer à autre chose. Est-ce qu'on devrait dire, Ali, que les Guépards ont vraiment failli? Oui, d'une manière ou d'une autre, les Guépards ont failli. Lors de cette explication, il faut reconnaître par rapport à la défaite. Mais en dehors de ça, il faut aussi reconnaître que la défaite des Guépards ne date pas en fait d'hier, sinon de samedi dernier lors de cette rencontre à Maputo. Ça date donc depuis le début de ces éliminatoires, après le départ du sélectionneur béninois et Michel Dussuyer. Donc, je dirais les autorités n'ont pas pris les dispositions qu'il faut. On a laissé Moussa Latonji à la tête de l'équipe. On a vu Moussa affronter le Sénégal avec un staff, je dirais, assez... limite, voilà, sans moyens également. On a vu cette même équipe dirigée par Moussa affronter cette même formation du Mozambique. Ici où on a perdu 1-0, on aurait pu éviter cette défaite-là. À la maison, hein? Justement, on aurait pu éviter cette défaite. Je crois que c'était carrément la seule défaite que nous avons eue, puisque juste après, en dehors de la défaite face au Sénégal, après la rencontre contre le Rwanda, il n'y a pas eu de défaite pour la double confrontation. Bien au contraire, on a eu la victoire s'est tapée vers du côté du Rwanda, et puis il y a eu cette match nul face au Sénégal. Donc je crois qu'en dehors de la défaite face au Sénégal du côté de Dakar, qui était logique, l'autre défaite, c'était quand même la faute à nos dirigeants, parce que aucune disposition n'était prise juste après le départ de Dussuyer pour pallier à ça. On a laissé les entraîneurs adjoints qui étaient là gérer la chose comme ça, et par la suite on ramène avait voulu faire confiance à un entraîneur local
parce que sur le continent, il y avait quand même des locaux qui faisaient leurs preuves. Justement, des locaux qui faisaient leurs preuves. Les locaux qui faisaient leurs preuves. Les faisaient ses preuves. On n'a pas eu tort de faire confiance à Moussa Latondi. Justement, les locaux faisaient leurs preuves, mais il fallait mettre autour de ces locaux un staff bien aguerri ou carrément permettre à cet entraîneur local d'établir en fait son staff, ce qui n'était pas le cas de Moussa, parce qu'on voit même Pep Guardiola qui gagne les rencontres de la Première Ligue en Angleterre a autour de lui près d'une dizaine de personnes qui sont ses conseillers, ses assistants, les préparateurs physiques et autres, ce qui n'était pas le cas de Moussa. On a vu Moussa ici avec un préparateur physique et un entraîneur de gardien de but qui cumulait plusieurs rôles, donc c'était compliqué pour lui d'arriver à son objectif. Là, il est renversé. On va donc finir en suivant donc, les propos de Guénotre juste après cette explication. Passé sur le terrain, c'était très intéressant. C'était un match plein, un match avec beaucoup d'émotions. On était qualifié pendant une quinzaine de minutes, puisqu'on a mené 1-0. Le plan de jeu a été bien respecté. On a fait vraiment la première demi-heure exactement ce qu'on a voulu faire. Les mettre en difficulté et marquer un but. Là où ça a coincé, c'était d'avoir encaissé ces 2 buts en première mi-temps alors qu'on jouait avec le vent et qu'on devait avoir l'avantage de ça et aussi un peu plus de rigueur. Donc ça, c'est les regrets d'avoir encaissé ces 2 buts. On s'était dit à la mi-temps que ce n'était pas perdu et que la preuve, c'est qu'on a égalisé et on a encore eu des balles de 3-2 pour nous. Des coups francs, des tirs et malheureusement, on a manqué là un peu d'efficacité. Après, on a pris tout le risque dans les dernières minutes, donc le 3e but pour eux est anecdotique. Alors pour ces éliminatoires, il y a eu donc des rencontres qui sont disputées tout le week-end, mais hier, il y avait donc au niveau du groupe A, le Nigeria qui s'est imposé 6-0 à Sao Tomé et Principe. Ce sont les résultats des rencontres disputées hier. Le Togo s'est imposé au Cap-Vert, 3-2 à l'arrivée, et puis la Gambie qui s'est séparée 2-2, 2 buts partout. C'était face au Congo Tanguy. Cette explication était épique, 2-2, alors que le Congo menait lors de la première mi-temps 2-0. La Gambie renverse la situation lors de la deuxième mi-temps avec de très jeunes joueurs qui ont participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, qui sont remplaçants et qui ont permis donc à l'équipe gambienne de valider son billet pour la Côte d'Ivoire en 2024. La suite, c'est aujourd'hui. Il y aura donc une seule explication au programme. La Guinée-Bissau qui affrontera à 17h la Sierra Leone pour la 6e journée de ces éliminatoires. On va faire un tour du côté des États-Unis pour parler de Novak Djokovic qui vient donc de battre un nouveau record. Le tennisman serbe détient donc vient de remporter sa 24e victoire individuelle en Grand Chelem, ce qui fait de lui donc le meilleur de tout le temps du tennis. Tanguy, 24 titres à son actif individuel bien entendu, et vient donc de rafler la vedette à Margaret Court, l'Australienne. Tanguy, il était donc le recordman chez les hommes après donc son 23e titre, c'était à Roland Garros. À 36 ans, il redevient donc le numéro 1 mondial de tennis. Au niveau des dames, pour toujours cette même compétition, l'US Open, c'est Coco Gauff qui remporte le premier titre de sa carrière en s'imposant en 3-7 à Aryna Sabalenka de 6, 6-3 et 6-2. C'est l'essentiel à retenir ce matin. Ali Moumouni, merci beaucoup pour ces informations sportives. Vous passez une très bonne journée. Merci. À demain, on va se voir pour d'autres actualités. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à notre invité ce matin. Je voulais annoncer ce matin, notre invité c'est Romary Kogoualé, il est député du parti Bloc républicain à l'Assemblée nationale, membre de ce parti et désormais responsable aux affaires informatives et de la communication. Honorable Kogoualé, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Merci beaucoup. Alors, un congrès extraordinaire ce week-end qui remet en selle, je dois dire, le premier responsable président désormais. Je veux parler du ministre d'État Blaise Biotchane, l'affaire d'appel à démission de lettres et autres, de front à l'interne. Tout cela, c'est rangé, c'est oublié. Merci beaucoup. Vous avez fait une belle jeunesse de la dynamique de notre parti et qu'il vous souvienne aussi que ce parti a été créé en 2018 à Parakou
en décembre. Tout à fait, oui. Et que ce parti est créé en mettant en place plus de 100 partis politiques et des organisations de jeunes, des mouvements, etc. Donc, c'était un bon départ. Et comme vous le savez, toute œuvre humaine, lorsque nous commençons par éprouver les tests, il y a toujours des petites difficultés qui est inhérente à toute entreprise humaine. Donc, ces bruits de couloir, ça n'avait pas de bruit de couloir, ça n'avait rien de concret qui pouvait remettre en cause l'enracinement de ce parti. Et ce n'était même pas les causes qui ont conduit le parti à ce congrès extraordinaire. C'est ça. Quelles sont les causes qui ont appelé à ce congrès? Merci beaucoup. Vous savez, 2018-2023, ça fait 5 ans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons éprouvé nos tests et il fallait s'asseoir pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et comme vous le savez, depuis 2018, c'est 4 élections auxquelles nous avons participé. 2 députations, une communale, une présidentielle. Exactement. Et vous connaissez nos scores. Et aujourd'hui, on peut être fier de ces scores et on peut être fier du parti Bloc républicain, qui est un parti, au-delà de tout, est homogène au niveau national, contrairement aux autres. Oui, aujourd'hui, si on considère le parti Bloc républicain comme une pirogue, ça va voguer normalement, parce que aux dernières élections, quand vous regardez, c'est vrai, le nombre, vous pouvez dire on a baissé. On a baissé un peu. Mais sur le plan spatial, des formations professionnelles obligent, l'aménagement du territoire, sur les... Vous êtes géographe, faut-il dire. Exactement. Sur les 24 circonscriptions électorales, le parti Bloc républicain a eu au moins un député sur 22. Et les 3 autres, nous n'avons pas eu moins de 25% de suffrage. Ce qui veut dire que nous... Relativement présents. Sur l'ensemble du territoire. La deuxième raison qui a conduit à ce congrès, c'est quoi? C'était de ramener tout le monde à la maison. Vous savez, le parti Bloc républicain, c'est un grand parti. Ça sort de ce que nous connaissons, les partis de quartier, d'arrondissement. Donc, et chaque jour que Dieu fait, les gens adhèrent. Il fallait trouver l'espace pour que tous ces leaders puissent entrer dans ces organes qui permettent de l'émulsion des idées, etc. Donc, c'est ça l'objectif fondamental qui nous a amenés. Et ça a été fait. Ça a été fait, monsieur le journaliste. Et c'est pourquoi le premier ordre du jour, c'était la modification des tests. Et aujourd'hui, nous avons apporté 10 modifications majeures. Nous aurons le temps de revenir ici. Oui, mais on peut citer deux essentielles modifications. Voilà, c'est vrai. Aujourd'hui, ce qui attire l'attention de tout le monde, c'est le secrétariat exécutif. C'est-à-dire qui devient président. C'est quoi ce changement-là? Ça apporte quoi? Exactement. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Il faut reconnaître que dans les tests du Bloc républicain, l'instance, ce qu'on appelle le congrès, c'est là où il y a tout le monde. Parce qu'un parti, ce n'est pas une question d'une seule personne, c'est beaucoup d'un bureau. Voilà. Donc, il y a le bureau politique national qui est aujourd'hui à la sortie du congrès de Parakou. Le bureau politique ne comptait que 79 personnes. Aujourd'hui, les tests nous permettent d'aller au-delà de 200. Oui, pour permettre à toutes ces compétences de venir, pour proposer, pour travailler. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, nous avons un bureau politique de qualité où nous pouvons puiser les ressources pour travailler et aller plus loin. Et comme vous le savez, du bureau politique, on a le bureau exécutif national.
aussi, à ce niveau, nous avons étoffé. Nous sommes passés de 16 membres à 53 membres. Ce qui a permis d'avoir plus de jeunes, plus de femmes, et j'en suis un exemple. Ou bien, monsieur le journaliste. Bien jeune. Donc, ceci permet à tout le monde de venir pour dire exactement ce qui se passe au niveau de chaque circonscription. Donc, au niveau de ce bureau exécutif aujourd'hui, nous avons au moins un représentant par circonscription. Parce que ce qui est souvent dit, c'est que les informations ne descendent pas. Oui, ça ne circulait pas, c'était haut perché. Nous l'avons corrigé. Oui. On a l'impression que le cheval avait sa tête en haut et puis ses pattes étaient détachées. C'est corrigé parce qu'au niveau du bureau exécutif national, il y a au moins un représentant de chaque circonscription. Mais honorable, vous ne me dites pas pourquoi est-ce qu'il est passé de secrétaire exécutif national à président, c'est quoi? Ça change quoi dans le fond? Dans le fond, oui. C'est une question de... comment je vais dire, les responsabilités n'ont pas changé de vous à moi. Mais quand on dit secrétaire général national... Une question de prestige, non, alors? C'est pas de prestige, mais dans la tête de vous et de moi, ou bien de nos communautés. Ils se disent, bon, lui, c'est qu'il est moins qu'un président. Parce que, vous savez, depuis 90, lorsque quelqu'un crée un parti, on se dit, bon, il est président, et il bombe le torse. Non. Donc, ça n'a pas changé. On a voulu aussi arrimer nos tests pour qu'on donne plus d'étoffe. Surtout que, dans les réformes, il y a les 8 présidents qui viennent. Donc, on ne pouvait pas avoir un secrétaire général national et avoir 8 présidents sous lui pour l'accompagner. Donc, je n'avais pas fini la description des différents, de la structuration. De la structuration, oui. C'est important. Parce que si on ne finit pas, vous n'allez pas savoir. Alors, donc on avait le bureau politique, on a le bureau exécutif, et après ça... Et aujourd'hui, 53 membres. Et c'est au niveau du bureau exécutif que nous avons une structure opérationnelle. C'est-à-dire qui gère le parti au jour le jour. Et c'est ça qu'on a appelé le bureau exécutif, qui est composé de 8 vice-présidents et soutient le président Abiodun Tchani pour vraiment donner cette dynamique, cette nouvelle synergie que nous avons voulu à la sortie de ce congrès. Donc, oui. Voilà. Donc, j'en aurais fini. En disant aujourd'hui, le congrès, c'est-à-dire les militants ont fait confiance à 8 personnes pour travailler aux côtés du président. Et je vais revenir parce que depuis samedi, vous avez piqué ci et là. Bon, il y a des... Mais le parti va venir pour corriger un certain... On vous attend parce qu'il y a longtemps qu'on voudrait bien avoir le bloc républicain sur nos plateaux pour discuter un peu au-delà de la vie du parti, de l'actualité nationale, parce qu'on l'entend très rarement. Alors, j'ai l'impression que ça se suit. Là-bas, je veux parler de l'UPR, vous devinez bien, on a fait la structuration rapidement aussi. Au Bénin, on a fait la structuration. Vous aussi, vous êtes venus. C'est quoi? C'est un mot d'ordre au niveau de la mouvance? Peut-être c'est des coïncidences de calendrier, monsieur le journaliste. Ah, d'accord. Oui. Sinon, chaque parti se gère tranquillement, indépendamment de ce qui se passe. Oui. Le point commun, peut-être que vous savez, c'est que nous soutenons un gouvernement, nous soutenons le président Patrice Talon dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Quelles sont les perspectives du parti aujourd'hui, après ce congrès? Après ce congrès, comme vous le savez, nous sommes sortis requinqués avec beaucoup de ressources. Et comme vous le savez, depuis Parakou, c'était que nous enracinons ce parti pour gagner le pouvoir de l'État et les excès. Donc c'est dans cette dynamique, corriger tout ce qu'il y a comme faiblesse aujourd'hui et aller plus loin. Vous avez un candidat désormais? Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Ah, d'accord. Nous sommes en train de travailler à structurer. Parce qu'après ce congrès, comme vous le savez, il y a les structures décentralisées. Non, le congrès a donné plein pouvoir aujourd'hui au bureau exécutif et à la structure opérationnelle pour mettre en œuvre
tous ces l'installation, d'où les deux résolutions, c'est-à-dire à savoir enregistrer les nouveaux tests et procéder à l'installation des structures décentralisées. Vous avez un calendrier pour ça, pour les installations? 2026 n'est pas loin, hein? On est déjà pratiquement à la fin de 2023. Exactement, 2026 n'est pas loin, mais il y a des préalables. Et c'est à cela que nous nous attachons. 2026, nous ne sommes pas hantés par 2026. C'est quoi? C'est pas une urgence chez vous là-bas? Nous ne sommes pas hantés par 2026. C'est ça. Oui. Le BA a été sérieusement, faut-il le dire, profondément éprouvé, notamment lors des dernières consultations électorales. On a vu des gens très démotivés, surtout les jeunes et les femmes aussi. Est-ce qu'à ce congrès, on a pu les entendre? C'est réglé? Définitivement réglé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je suis un exemple de cette représentation de la jeunesse. De la jeune. Et je ne vais pas finir sur ce point-là. Les femmes. Parce que, comme vous le savez, on a l'habitude de dire le Bloc républicain, c'est le parti des jeunes, des femmes. Ce n'est pas un vain mot. Aujourd'hui, nous avons créé une discrimination positive où, par exemple, les députés femmes, avec leurs suppléants, sont d'office dans le bureau politique pour pouvoir apporter, parce que les questions des femmes, c'est des questions très sensibles. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes pour permettre de porter la voix. Alors, je l'annonçais aussi, sur le terrain, le BR est aussi de plus en plus en difficulté. Vous voyez par exemple que la plupart des maires qui sont en difficulté et surtout contestés par le propre camp, ce sont évidemment les maires BR. Je pensais par exemple à la commune de Djidja, je pensais par exemple à la commune de Djougou, même si c'est un peu calme aussi là-bas. Que se passe-t-il concrètement? Le bureau ne gère-t-il pas ou ne soutient-il pas ces élus? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai que nous sommes venus ici pour faire le point du congrès. Mais on va passer à l'actualité. J'ai encore deux questions. Votre question, je ne vais pas faire une fuite en avance, mais je voudrais vous dire que le congrès a réglé toutes ces questions. Ah oui? Définitivement. Donc les maires peuvent aller dormir, ou bien ce sont les contestataires qui ont eu le dernier mot? Non. Dans cette dynamique, il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de perdant. On s'est entendu sur les principes et comment désormais cette dynamique va se faire. Et lorsqu'il y a... C'est une entreprise humaine, c'est une grande maison qui a de petites difficultés, c'est inhérent. Et les autres ne vont pas dire qu'il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Mais c'est notre capacité à nous asseoir et à discuter, trouver la solution qui est importante. Le reste, on ne s'en occupe pas, non. Alors, il y a un sujet sur lequel il faut bien que le BR s'occupe. Il y a longtemps, vous avez entendu sur la place publique sur les sujets d'intérêt national, d'importance, comme par exemple la cherté de la vie. Est-ce que vous savez que la vie est très chère maintenant? Est-ce que le BR sait ça? Est-ce que le BR en parle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et que ce soit vous et moi, nous allons sur le même marché. Ce n'est pas évident, hein? Vous êtes député, moi je suis journaliste. On n'a pas le même salaire. Nous allons sur le même marché. C'est évident. Mais ceci m'amène à faire un peu de l'historique. Parce que nous avons un gouvernement très sérieux. Si ce gouvernement n'était pas sérieux, on ne serait même pas en train de dire ce que vous dites ce matin. Ah bon, on serait en train de dire quoi alors? Vous savez que ce gouvernement, on peut lire l'histoire, hein, vous allez dire, bon, est-ce que j'étais né en 60? C'est ce gouvernement qui fait face à beaucoup de défis. Très tôt, c'est la fermeture des frontières avec le géant. Avec le Nigeria. Le Nigeria. On a travaillé. Ce n'est pas une première fois, c'est arrivé 2 ou 3 fois déjà par le passé. Mais pour ce qui s'est passé dernièrement a été spécial. Nous n'avons pas fini de gérer quand Covid est arrivé. Nous n'avons pas fini quand il y a la guerre Ukraine. Nous n'avons pas fini quand les problèmes de djihadisme dans la sous-région avec le corollaire de nos frères d'armes qui ne veulent plus rester dans leurs fonctions régaliennes. C'est quoi? C'est tout ça qui fait que la vie est chère? Non, c'est pour vous dire qu'il y a des éléments conjoncturels que le gouvernement travaille à maîtriser.
Et quand on ne prend pas tout globalement, on regarde seulement les aspects conjoncturels, on va passer à côté de l'analyse. Et comme vous le savez, ce gouvernement travaille chaque jour à améliorer les conditions de vie de la population. Et c'est pourquoi nous, on est fiers de soutenir ce gouvernement et de travailler dans ce sens pour que demain soit meilleur. Voilà. Quand est-ce que le BS se prononce officiellement sur la cherté de la vie? Aujourd'hui, le BS est doté d'un département qui va faire de l'information et de la communication. Vous serez appelé plus fréquemment. Notre sous-région est en chaleur, je dois dire, hein, très chaude actuellement. Les coups d'État, les fermetures de frontières, etc. Le BS en discute. Qu'est-ce que ça vous dit, les coups d'État que vous voyez en série? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que j'en avais fait cas tout à l'heure. Nous, on est tout à fait en phase avec la posture du gouvernement. Et on ne peut pas continuer dans cette dynamique. Je l'ai dit, nos frères d'armes doivent rester dans leur fonction régalienne, celle de protéger la communauté, de protéger la nation. Même s'il y a des civils qui s'accaparent du pouvoir, qui font 3e mandat, 4e mandat, 2e République, 5e République, qui mettent tout en cause et qui conduisent parfois même les populations dans la rue avec des violences, parfois qui coûtent des morts et des dizaines de morts, ils doivent rester dans leur fonction régalienne. Parlons-en. Oui. Au Niger, oui, le président a déjà fait combien de mandats? Alors, moi, bon, c'est vous qui posez les questions oui. Ici. Hein. Donc, c'est pour vous dire que la situation n'est pas... Pourquoi c'est ce cas seul qui vous intéresse? La Côte d'Ivoire a fait un 3e mandat. C'est le cas le plus proche. En Guinée, il a fait un 3e mandat. C'est le cas le plus proche et qui préoccupe les Béninois. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec la posture de la CEDEAO, mais c'est des problèmes difficultés aux frontières entre les deux pays. Donc, ça nous préoccupe plus. Mais je crois, d'ici là, ceux qui doivent travailler sont en train de travailler, surtout le gouvernement. Et c'est pourquoi, à la sortie de ce congrès, il y a eu une motion de soutien à l'endroit du chef de l'État pour dire de continuer à travailler avec son gouvernement pour toujours améliorer les conditions de vie des Béninois. Romaric Ogoualé, vous êtes député du Parti Bloc républicain à l'Assemblée nationale actuellement. Vous êtes venu sur ce plateau au nom de ce parti pour parler des derniers événements au niveau du parti. C'est le congrès que vous aviez organisé ce week-end. Un mot pour finir rapidement. Pour finir, comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas quitter ici sans rappeler de façon officielle la composition du secrétariat exécutif. Donc, comme vous le savez, le président, c'est le camarade Abdoulaye Biotchani, qui est accompagné dans sa mission par 8 vice-présidents. Le vice-président chargé des affaires administratives et électorales, c'est le camarade Joseph Anani. Le vice-président chargé des structures décentralisées et des organisations de masse du parti, c'est le camarade Barthélémy Kassa. Le vice-président chargé de la mobilisation des ressources et de la gestion des finances, c'est la camarade Mathis Adigat. Le vice-président chargé des relations extérieures et des partenariats, c'est le camarade Samou Adambi Seydou. Le vice-président chargé des affaires juridiques et des relations avec les élus, le camarade Hervé Romain. Le vice-président chargé de la formation et de l'école du parti, le camarade Nassirou Bako Arifari. Le vice-président chargé de l'organisation et des manifestations du parti, le camarade Sokwepe Nathanaël. Et le vice-président chargé de l'information, de la communication, porte-parole du parti, le camarade Romaric Ogoualé. Merci beaucoup, cher porte-parole du
J'allais dire du gouvernement. C'est porte-parole du Bloc républicain. Bonne journée à vous. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, on va faire la pause publicitaire maintenant. Calavi. Prêt à relever le défi santé? Ne cherchez plus. Frucop est de retour pour une 3e édition encore plus délicieuse pour vos enfants. Avec seulement 16 000 francs CFA, votre enfant bénéficiera de notre service premium. Recevons chaque semaine une délicieuse salade de fruits faite avec amour pour éveiller le papy et le faire grandir en pleine santé. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, chaque enfant inscrit au Frucop aura le privilège de bénéficier d'une assurance santé en partenariat avec la Mutuelle de santé de Cotonou. Inscrivez-vous dès maintenant au 60 43 43 43. Ici à la buanderie de Leader Pressing, l'opération qui se déroule ici, c'est l'opération de repassage des draps. Lorsque les draps sont pesés, ce qu'on a fait tout à l'heure, ils ont été introduits dans la lessiveuse à eau, ils ont été lavés avec une bonne dose de vapeur parce que nous disposons de chaudières qui débit une quantité importante de vapeur. N'oubliez pas l'action de la chaleur sur les draps en ce qui concerne l'hygiène. Tout ce qui pouvait nuire à la santé et qui se trouve dans vos draps, une fois les draps introduits dans la calandre, tout ça est tué. Quelle que soit la quantité de draps que vous nous donnez, nous vous garantissons que vous serez livré en 24 heures. Nous leur assurons une durabilité énorme. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. 63 ans d'indépendance de notre pays, toujours en compagnie de Mikem Technologies qui ne lésine pas sur les cadeaux. Voyez par vous-même. Des cadeaux d'une valeur allant jusqu'à 226 000 francs offerts gratuitement sur toute télé et réfrigérateur Samsung acheté. Et comme avec Mikem, un cadeau ne vient jamais seul, vos climatiseurs Samsung R410, 1,5 et 2 chevaux sont déjà disponibles dans les boutiques Néo et Allo de proximité. Produits sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison disponible. Contact vendeur 60 00 66 66. Préparez en toute quiétude la rentrée scolaire de vos enfants grâce au prêt tous à l'école de Bank of Africa Bénin. Oui, en seulement 48 heures, obtenez votre prêt en toute simplicité et avec célérité. Avec les nouveaux packs, vous bénéficiez automatiquement d'un taux exceptionnel et de beaucoup d'autres avantages. Cette année, le prêt tous à l'école vous donne jusqu'à 6 mois de salaire et est remboursable en 11 mois. Waouh! Notez bien, souscrire au prêt tous à l'école de BOA Bénin, c'est aussi offrir des cahiers aux enfants démunis du Bénin à travers la fondation Bank of Africa. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de clientèle ou rendez-vous à l'agence Bank of Africa la plus proche. Téléphone plus 229 21 31 32 28 21 36 51 00. Bank of Africa, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire.
Clé de la réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2023 6 mentions très bien, dont 4 en G2 et 2 en série D, avec le 2e et le 5e du Bénin au bac G2. En plus des 22 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 60 mentions assez bien sur les 295 admis au bac 2023. Cerise sur le gâteau, premier du Bénin au CAP 2023. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigés en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménontin, vont en face du marché de Ménontin. Site de Zoboroué, vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin, en face des rails. Site de Calavi, au quartier Agori, route de Tampais. Clé de la réussite. Nous cultivons l'excellence. Téléphone à 97 88 42 16. Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! Nous sommes là pour le commentaire de ce matin. Franck Aounou, bonjour. Bonjour Tanguy. On va parler un peu de l'animation de la vie politique avec déjà ces petits mouvements qu'on note dans le camp présidentiel. Il y a quelques semaines, on constatait déjà que l'actualité était assez maigre. On se plaignait même de l'inactivité, je dois dire, dans le rang des partis politiques de la mouvance, mais il semble bien d'avoir pris la mesure de la situation et du coup, ça bouge de plus en plus. Absolument, Tanguy Agoyi, c'est tout heureux de le constater comme vous. On a du grain à moudre depuis 2 ou 3 semaines déjà. C'est d'abord l'Union progressiste Le Renouveau qui s'est lancée dans une croisade d'information de ses militants à la base à travers ce qu'elle a appelé reddition de comptes dans l'ensemble des 24 circonscriptions électorales. Les hommes et femmes qui siègent au Parlement sont sur le terrain pour dire à leurs mandants ce qu'ils ont pu faire depuis leur installation au Palais des Gouverneurs le 12 février 2023. Une tournée nationale qui va durer une bonne quinzaine de jours, à la différence de ce qui se faisait, ont-ils dit. Cette décision émane du bureau politique du parti dont l'objectif est non seulement de remplir ce devoir de redevabilité vis-à-vis des populations, mais également d'améliorer la production législative. C'est l'un des premiers contacts officiels que ces élus parlementaires ont avec les électeurs. Et pendant que l'UPR de Joseph Fifame Diogbenou est en pleine campagne d'information, son autre frère, si à moi je veux parler du bloc républicain, lançait un mot d'ordre depuis le palais des congrès à Cotonou. Le bloc républicain de Abdoulaye Biotchane ne veut plus voir ses militants évoluer en rang dispersé, comme c'est le cas depuis la fin des législatives dernières. Il sonne ainsi la remobilisation et place ce thème au cœur d'un congrès extraordinaire qui s'est tenu ce samedi à Cotonou. C'est une activité qui a permis d'étoffer, vous l'avez suivi tout à l'heure avec l'un des députés du BR, les instances dirigeantes du parti et de les ouvrir à d'autres acteurs à la base tels que les maires, les jeunes et les femmes. Avec le travail abattu ce week-end, le BR veut s'appuyer sur les structures à la base pour atteindre ses objectifs, mais à travers une organisation qui part du haut vers le niveau local. Et les recommandations issues de cette rencontre sont de nature à fouetter le militantisme chez ceux dont le cœur bat pour le cheval blanc cabré. Ici aussi, il s'agit de l'une des premières assises tenues au lendemain des législatives qui ont servi de baromètre à ce parti afin d'évaluer ses forces et faiblesses. En somme, les 2 grands blocs soutenant les actions du chef de l'État sont bien éveillés et suivent tout ce qui se passe. La preuve, chacun d'eux se bat pour occuper le terrain et pour dire au président de la République: nous sommes là, bien debout pour t'accompagner. D'ailleurs, le bloc républicain a délivré un message de soutien à Talon à travers une déclaration que l'opinion nationale et internationale a pu écouter ce samedi, Tanguy. Et qu'est-ce que ça change tout ça?
Mais ça change bien des choses. Disons, on a les vrais acteurs de la classe politique à l'œuvre qui font le job. Cela est d'autant plus intéressant puisque les animateurs de mouvements occasionnels ou de politiciens spontanés opportunistes se rangent. Il y a une démarcation nette dans le paysage politique national. À travers ces sorties, les formations politiques comblent le vide que les autres mouvements de suscitation de candidature occupent souvent. Cela a également l'avantage, disons, de nous épargner les week-ends ou des mois ternes, ou même pour avoir un acteur politique, il faut baver d'abord, il faut s'échiner, plusieurs coups de fil sans issue. L'autre intérêt de ce regain d'activité dans le rang des partis politiques, notamment de la mouvance, ça donne une vue plus ou moins claire de comment fonctionnent ces formations politiques et permet de savoir ce qu'il s'y passe. Et comme 2026 est une année majeure politiquement et déjà à nos portes, on ne dort plus dès que les acteurs politiques, ceux qui appartiennent à des chapelles reconnues par la loi, et plongent dans un silence. Ça commence par préoccuper. Maintenant, il faut souhaiter qu'à de pareilles rencontres, eh bien, que les partis ne parlent pas que politique. On a envie de les entendre sur bien des sujets tels que présentement la crise politique dans la sous-région, la cherté de la vie, la reprise des classes dans une semaine. Et aujourd'hui déjà, c'est la pré-rentrée, pour ne citer que ces exemples qui sont au cœur de l'actualité présentement. Mais au-delà de tout, c'est déjà très intéressant qu'il y ait cette ambiance sur la scène politique nationale. Il y a de la matière et quand c'est ainsi, la presse ne chôme pas, les populations non plus et tout bouge. Merci à vous Franck. On va faire nos échanges ce matin avec Eric déjà là. Eric, bonjour. Bonjour. William, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Faut-il se surprendre en fait de voir les partis politiques commencer à bouger comme dit dans son commentaire. 2026 ce n'est pas loin, ils ont tout intérêt à bouger. Oui, Eric. Oui, absolument. Il ne pouvait en être autrement. Je pense que au niveau des partis politiques, au niveau de leur agenda, ils ont déjà commencé par sentir le besoin d'aller sur le terrain. Franck l'a rappelé, nous avons l'Union progressiste, le Renouveau, qui justement a entamé une tournée de reddition de comptes. Sur la forme, c'est une démarche qu'il faut saluer. Et quand on vous a élu, il faut trouver le temps justement d'aller expliquer aux populations ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Je veux croire que cela n'est pas une activité de forme et de façade et qu'il y a véritablement un contenu, un besoin d'aller véritablement expliquer aux populations ce qui se fait à l'Assemblée nationale, ce qui a été voté comme des lois et qui peut-être ne s'applique pas jusque-là. Nous avons fait ce débat ici où il y a des lois qui ont été votées, ben, la mise en application pose toujours problème. Et donc déjà, ça permet donc aux partis politiques d'être sur le terrain, de quadriller, d'être en contact avec les populations. De l'autre côté, nous avons assisté à un congrès extraordinaire également du Bloc républicain, des décisions ont été prises. L'équipe a été étoffée, fait. Tout ça, c'est bien. L'efficacité de tout ceci, on le verra d'ici quelques années, parce que n'oublions pas, aussi du côté du parti, le plus grand parti de l'opposition, les démocrates aussi, ça bouge. Je pense que dans le bulletin de ce matin, nous avons vu une activité politique du côté de l'OME, et nous savons qu'avec eux aujourd'hui, les choses ne se feront plus comme en 2019 et puis en 2021. Donc, il y a matière véritablement à espérer que ça va davantage bouger. Oui, William, qu'est-ce que les partis politiques ont à se copier? Moi, le Bénin qui va en congrès et qui se restructure, UPR qui va en congrès, qui se restructure, qui invente d'autres organes en son sein, qui fait venir du monde dans ses instances de direction, et puis le BR aussi qui va en congrès, qui élargit un peu ses structures, qui en crée d'autres, qui ajoute du personnel. C'est du copier-coller partout là. Cela ressemble très bien à un mimétisme organisé, comme on le voit d'emblée et que cela se dit d'apparence. Vous savez, pour moi, il y a des raisons qui pourraient motiver cet état de choses. La première raison, c'est que la plupart de ces formations politiques sont nées juste au lendemain de la réforme du système partisan et donc date de 2018, à la veille des législatives de 2019, qui devraient être les premières joutes électorales devant éprouver ce nouveau système partisan. Pour moi, 2019, c'était un échec pour le Bénin, c'était un échec
pour la démocratie béninoise, c'était un échec pour la continuité de l'histoire. Elle s'est interrompue, l'histoire a bégayé, les griots ont bégayé dans le relatement de cette odyssée démocratique que nous avons entamée en 90 avec un parlement, parce que ces élections ont débouché naturellement sur un parlement pour la toute première fois sous le renouveau démocratique qui n'a embouché qu'une seule trompette. Maintenant, juste au lendemain, il y a eu, je ne sais pas, cette réorganisation au niveau des partis qui n'ont pas pu y aller, notamment du côté de l'opposition, comme du côté de la majorité présidentielle, parce que, rappelons-le, les partis satellites à l'époque n'avaient pas pu franchir la barre des législatives. Donc, au niveau des communales, il y en a qui ont pu participer au scrutin du côté de la majorité présidentielle en 2020. Ils ont tiré également des leçons pour en arriver à 2021 où ils ont préféré ne pas avoir de candidat, soutenir encore un leader charismatique n'étant membre d'aucune de leurs formations politiques pour aller à la présidentielle et conquérir le pouvoir. Et c'est au lendemain de cela qu'ils ont compris maintenant qu'en leur sein, il faut des partis encore forts parce que nous leur avons fait le procès selon lequel, bien qu'ils aient réformé l'environnement politique, rien n'a changé. Les alliances sont peut-être interdites de fait, mais quand on s'entend tous pour envoyer le même président de la République à la tête de la magistrature suprême sans aucun parti politique et que c'est ce qu'on a brandi pour amener une réforme, c'est que cette réforme a échoué. Aujourd'hui, ces partis satellites se sont encore revus. À l'oreille des législatives de 2023, certains se sont fondus, d'autres ont parlé de fusion-absorption, mais bref, aujourd'hui, à part Mouel Béné de Jacques Ayadji, il n'y a plus de partis satellites dans la mouvance présidentielle. Et du côté de l'opposition également, on a les démocrates et on a d'autres formations politiques. Pour dire que l'environnement s'est assaini au fil des ans, il y a eu des évolutions par rapport à la situation de 2018. Donc, les gens ont des éléments d'appréciation ou des éléments de... ils ont des motivations pouvant expliquer le fait que 5 ans après, on change d'organe dirigeant, on réitère confiance ou non à celui qui est à la tête d'une formation politique, et parce que ces formations aujourd'hui que je vois dans cette dynamique sont acquises pour la cause du chef de l'État, peut-être que c'est un bon vouloir aussi du président de la République, parce que ne l'oublions pas, la volonté d'avoir 2 blocs siamois est née selon des confidences de la volonté du président de la République lui-même, et s'il ne l'avait pas accepté, je ne pense pas que ces 2 formations seraient acquises à sa cause. Oui, je pense que, comme l'a dit William, pour revenir un peu sur ses propos, les gens vous diront que le système partisan n'a pas suffisamment fait de chemin pour qu'on évite ces départs, ces démissions, ces créations d'alliances, des gens qui quittent une formation politique pour une autre, alors qu'au départ, on disait que la réforme est venue pour corriger un certain nombre de choses, dont la transhumance au niveau donc de ces formations politiques. Mais moi, je pense que cette façon de voir les formations politiques en activité, au-delà même des partis de la mouvance, ça fait du bien à la scène politique, à la classe politique, à l'animation de la vie politique, parce que pour moi, l'enjeu de 2026 est si important que on ne va pas laisser trop de temps passer pour s'en préoccuper. Quand vous interrogez la plupart des acteurs politiques, ils vous disent le moment n'est pas venu pour qu'on se prononce là-dessus. Le moment n'est pas venu. C'est un peu comme si tout le monde craint d'approcher le doigt à disons quelque part où ça brûle un peu. Personne ne veut se brûler le doigt. Il y a comme un mot d'ordre qui doit être donné et on attend tous ce mot d'ordre-là pour se prononcer. C'est vrai, c'est de la discipline du groupe, c'est dans une certaine disons dans un certain ordre des choses, on peut l'apprécier, mais je pense que de plus en plus il va falloir déballer, il va falloir débattre de ce sujet pour nous dire où est-ce que nous allons véritablement. Et vous l'avez dit, les démocrates étaient également en activité. Il y a quelques semaines encore, ils étaient en activité. Ça veut dire que ça commence par prendre. Et au fur et à mesure que nous allons approcher 2026, vous verrez que ça va davantage bouger sur le plan politique. 2024 déjà, vous allez voir que l'horizon va commencer par s'éclaircir. Et nous aurons beaucoup de choses auxquelles on ne s'y attendait pas. C'est en ce moment-là que les langues se délient. C'est en ce moment-là que les gens bougent. Les gens n'ont plus véritablement peur de prendre leur destin en main, de prendre position, de se faire remarquer.
Et c'est bien pour l'animation de la vie politique, à mon avis. Est-ce que ce n'est pas peut-être l'occasion, parce que d'autres congrès sont annoncés, hein? Vous parlez de Mouel Bénin, au-delà de Mouel Bénin, il y a d'autres partis, comme les appeler satellitaires ou satellites, qui sont annoncés sur le, je dois dire, le départ de l'organisation d'un congrès. Est-ce que ce n'est pas implicitement, je dois dire, une petite pause qu'ils sont en train de faire pour évaluer quand même ce qu'ils ont mis en place comme réforme au niveau donc, du système partisan, William? Oui, c'est dans cela que mon développement tout à l'heure montrait que c'est une crise de la maturation ou parfois une conscience de cette maturation qui est en cours. Parce que, vous savez, à côté de l'actualité, de la conjoncture dans ces formations politiques, le recul permet de savoir qu'ils ont déjà fait du chemin. Ils ont, d'une manière ou d'une autre, participé à un certain nombre d'élections. Romaric Ogoualé disait tout à l'heure qu'ils ont fait déjà 4 scrutins, dont les plus importantes, c'est-à-dire la présidentielle et les législatives. Et ils ont eu même la chance de faire, par exemple, les communales. Donc, tout ce qui est élection en République du Bénin, ils ont déjà pu conquérir les suffrages des Béninois et sur une certaine durée, parce que dans une démarche scientifique, pour évaluer quelque chose, il faut pouvoir voir la durée, la périodicité. Donc, aujourd'hui, après 5 ans, je pense qu'il y a de quoi quand même faire une rétrospection et observer les choses. Mais moi, je n'occulte pas la conjoncture dans ces formations politiques. On avait un Abdoulaye Biochane en difficulté qui, à la base, était, par exemple, du côté du bloc républicain, plusieurs militants ne se sentaient pas en phase avec une formation politique un peu trop holistique, un peu trop bureaucrate dans sa sphère dirigeante, une tête assez forte, mais pas une base solide, et la hiérarchisation, la décentralisation, la déconcentration, le découlement naturel de l'information et de la participation citoyenne, de l'engagement politique et patriotique de ces différents militants avait un problème. On a entendu des voix, une des plus opposées. Mais là, nous observons tous les partis. Ici, au BR, il y a eu quelques soucis. Ce n'est pas le cas au niveau de l'UPR qui a fait son congrès aussi. Ce n'est pas le cas au niveau de Mouel Bénin qui a fait son congrès aussi. Nous sommes en train d'analyser un peu ce qui peut expliquer aujourd'hui que ces partis soient à ce rendez-vous de congrès et qui fassent à la limite même du copier-coller. Au niveau de l'Union progressiste, par exemple, on vous parlera de ce que les tests l'ont prévu à cette période et à ce moment-là, et il y avait des organes à mettre en place. Encore que là aussi, je ne me permettais pas d'occulter le fait qu'on ne me dira pas que la légitimité de ces gouvernants est totalement assise, parce que ne l'oublions pas, à la Constitution déjà, c'était des partis avec plusieurs hommes à la tête. À un moment donné, on a senti un seul homme prendre un peu plus de légitimité que les autres responsables. À un autre moment, du côté de l'Union progressiste, par exemple, d'autres gouvernants sont venus sans élection outre mesure, sans des modes de désignation pas forcément clairs, selon peut-être la volonté ou le desiderata d'un groupuscule ou d'un certain nombre de personnes. Quand c'est comme ça, alors que c'est une masse d'hommes, c'est ce nombre de militants, c'est cet ancrage au plan national, il y a de quoi avoir de petites courses. Non, je pense que un parti politique en difficulté n'est pas forcément le signe d'une faiblesse. On vous dira certainement que ce sont des moments qui arrivent, et je pense que c'est pourquoi justement l'occasion de ces congrès donne forcément lieu à des retouches, histoire de s'assurer que tout le monde est un peu à l'aise. Ce que je voudrais ajouter à ce débat, c'est que de cet activisme, il y a une forme d'opportunité politique qui se dégage. Vous voyez, nous avons, quand nous prenons le BR et puis le non-progressiste, le renouveau, nous pouvons les mettre dans un seul camp de la mouvance présidentielle. Nous avons de notre côté le parti Les Démocrates étant parti d'opposition. Nous avons les forces Corée-Point bien émergents qui aussi sont en activité. Peut-être qu'ils ne communiquent pas assez sur ça. Je pense que la semaine passée, ils étaient au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Et cette semaine, si je ne me trompe pas, ils seront également reçus par le président de la Cour constitutionnelle. Et donc, de l'autre côté aussi, ils essayent aussi d'aller à la rencontre des gens et peut-être leur proposer une idée. Et pour avoir discuté avec un membre, il me faisait comprendre ceci. Vous savez, quand nous prenons les 17 dernières années, quand je prends les 10 ans du président Boni Yayi et puis les 7 ans du président Patrice Talon, on peut conclure que l'environnement politique est contrôlé par ces deux acteurs majeurs. Et donc, quand nous prenons l'opinion publique, vous avez forcément des citoyens qui sont pour
la gouvernance du président Patrice Talon. Vous en avez qui vous diront qu'ils sont encore nostalgiques de la gouvernance de Boni Yayi, mais vous en avez qui ne se retrouvent ni des deux côtés. Et donc, il faut une force politique pour absorber ce type de Béninois qui ne se retrouve ni dans la gouvernance du président Patrice Talon, ni dans dans ce que propose le parti. Fait Boni Yayi pendant 10 ans ne sont pas forcément les outsiders les mieux placés. Parce que, ce faisant, soit nous allons observer une continuité avec la gouvernance du président Patrice Talon, ou soit dans un autre cas de figure, c'est peut-être le camp de Boni Yayi qui se verra encore gouverner le pays certainement pour un autre mandat. Et donc je pense qu'il y a encore une opportunité politique, un parti politique, je ne dis pas que forcément que les forces républicaines émergentes peuvent incarner cela, mais forcément encore une autre force peut essayer de proposer encore une autre offre politique à ce type de Béninois qui ne se retrouve ni dans le camp de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je pense que cette démarche est en cours aussi. Elles ne sont plus des forces, c'est désormais la force Cori pour un Bénin émergent avec, pour avoir été, disons, déplumé, ainsi de suite. Beaucoup sont partis de ce parti-là. Moi, je pense que ce débat nous amène à retourner un peu en arrière. Vous savez, au lendemain des législatives, il fallait pour tous les partis politiques d'organiser des assises nationales pour faire une évaluation. Nous avons l'UPR qui est venu, qui a décroché beaucoup de sièges au Parlement, qui a eu également des élus à travers le pays. Je veux parler des communes. Nous avons le BR qui a eu les mêmes sièges que le parti Les Démocrates également qui étaient à leur première, disons, expérience et qui ont pu décrocher 28 sièges au Parlement. Donc il fallait, les FCBE qui sont allés se casser la figure, Moël Bénin, tous les autres partis satellites dont vous parlez. Et donc il fallait pour chaque formation politique de se retrouver avec les militants pour évaluer ce qui s'est passé et comment rebondir pour certains, comment conserver, disons, ce qu'on a eu pour d'autres et comment se relancer pour d'autres encore. Donc, ces assises-là qui viennent dans le cadre d'un certain bilan que l'on doit faire. Et c'est pourquoi j'insiste que pour dire que le 2026 est un enjeu majeur. On doit pouvoir s'organiser, à pouvoir affronter véritablement ce virage que nous voulons aborder. Et donc, ces genres de discussions, ces genres de rencontres, n'attendons pas qu'il y ait crise. N'attendons pas que certains militants se lassent du silence disons, des dirigeants du parti pour se retrouver, pour s'organiser. Les militants à la base ont envie de discuter avec les responsables. Donc, il faut détourner. Et c'est en cela que ce que fait l'UPR, moi, je trouve que c'est bien. C'est bien et il faut continuer. Parce qu'au-delà de ce que les députés iront dire, iront donner comme information aux militants, ils auront également à aborder des problèmes politiques, purement politiques, qui se posent à la base, renouer le contact avec la base. Ça a manqué pendant un certain nombre d'années. Ça ne se fait plus comme avant. Et on vous dira autre temps, autre, c'est vrai. Mais c'est toujours important que les responsables aillent à la base pour échanger avec les leurs, pour leur dire, écoutez, nous sommes là-haut, mais on pense à vous. Vous êtes toute notre raison d'être. C'est important. Moi, je trouve que cette réorganisation, notamment dans les instances, avec des cellules aujourd'hui d'information et des instances dirigeantes pour le quotidien, des exécutifs du quotidien dans ces partis, toutes ces réformes doivent amener aujourd'hui à des partis qui sont dans le quotidien des gens, sur des sujets de préoccupation nationale, sur des sujets de préoccupation vitale, sur des sujets d'intérêt national, sur des sujets qui engagent l'unité nationale, sur des sujets qui engagent le panier de la ménagère, des sujets qui engagent la paupérisation galopante, des sujets qui concernent le dernier de leurs militants et, par ricochet, le dernier des Béninois. Alors, ça, on s'entend que c'est quand même un tournant pour un petit point. C'est sûr qu'on peut se dire aussi qu'il y a une autre fenêtre par laquelle on peut observer cette actualité. La suite, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ces partis se sont suffisamment, qui se retrouvent pour faire des congrès, se sont suffisamment requinqués, comme on dit, pour se relancer, notamment par rapport à 2026?
C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, il y a... Oui, moi, je pense que... je pense que... oui, William, il a été absent sur le plateau pendant une semaine. Le tout rattrapé. Le tout rattrapé. Dommage, il a été vigilant, Tanguy. Non, je pense que les partis vont davantage se requinquer. Ce n'est pas fini. Au retour de cette, par exemple, pour l'UPR, le cas de l'UPR, au retour de cette tournée nationale, ils devront s'asseoir pour évaluer, pour examiner tout ce qu'ils ont entendu sur le terrain. Parce que ça se passe à la base. Ce n'est pas seulement peut-être la haute direction du parti, ce n'est pas seulement le bureau politique national, ce n'est pas seulement le conseil national. C'est à la base que ça se passe. Et si aujourd'hui, l'UPR, qui est la première force politique, veut davantage se hisser à ce rang-là, maintenir le cap, c'est qu'il faut davantage écouter la base. Il faut davantage donner la parole aux militants à la base, recueillir leur desiderata, ce qu'ils veulent pour leur parti. Donc, au retour de cette tournée, par exemple, ils vont s'asseoir. Les décisions que le BR a eu à prendre ce week-end, ils vont les expérimenter sur le terrain pour voir si quelque chose a changé. Est-ce que ce congrès leur permet d'aller véritablement vers 2026 en sérénité? C'est la question. Hein? Non, c'est ce que je dis. Ce n'est pas ce seul congrès. Il doit avoir d'autres rencontres à répétition. Il doit avoir des rencontres à la base. Décider, par exemple, de regrouper des militants, les porte-parole de ces militants-là, au niveau de tous les départements. Et ça ne suffit pas. Ce qui a été fait, par exemple, au niveau de ces congrès, ça ne suffit pas pour garantir un bon... Le congrès, c'est le fonctionnement même du parti. Oui. Le parti avec le rapport, le parti et ses rapports avec les militants, c'est autre chose. Le congrès, c'est pour redynamiser l'intérieur même du parti. Je demande, est-ce que cette façon de restructurer les choses leur permet aujourd'hui d'affronter 2026? 2026 étant un grand carrefour, ma foi, on aura plusieurs élections, et la guerre de positionnement et les rapports de force. Et surtout, l'autre aspect que l'homme qu'ils soutiennent tous pourrait ne pas être candidat. Je dis pourrait ne pas être candidat parce que 2026, c'est vrai que c'est loin, mais c'est aussi proche. Oui, William. Vous savez, il y a déjà un acquis avec ces congrès. L'acquis, c'est que on étoffe, par exemple, avec un peu plus d'élus en fonction. Et n'oubliez pas que ces élus-là auront à être candidats à leur propre succession, prépareront la succession à la tête de leurs différentes fonctions. N'oubliez pas que même si, par exemple, si c'est un parti qui dispose d'une mairie et qui en a les rênes parce qu'ayant le plus de conseillers, ce parti, même s'il n'arrive pas à avoir le même maire en 2026, voudra au moins conserver encore un suffrage majoritaire pour avoir ne serait-ce qu'un autre maire, mais conservant son suffrage, son ancrage dans ce milieu-là, dans cette circonscription-là précisément. C'est le cas, par exemple, des députés aussi. Donc, étoffer les instances avec des maires, des députés, des sensibilités variées, c'est un pas vers une sérénité en 2026. C'est un acquis, c'est un pas de fer du point de vue que on a davantage de voix qu'on écoute. Mais là où c'est un peu plus décisif et que je vois qu'on n'a pas assez de points à engranger, c'est par rapport à la succession à la tête de l'État en 2026. On voit aujourd'hui une certaine concurrence déloyale entre des mouvements appelant à des sollicitations d'acteurs, certes, membres de partis politiques, mais n'étant pas connus pour politique. Mais les partis disent qu'ils sont imperturbables. Justement, et moi je pense que ces congrès et ces sorties politiques aujourd'hui sont une manière de revenir sur la scène politique pour dire nous existons. Et pour moi, du côté des deux autres scrutins, cette existence, ça sonne fort. Mais par contre, du côté de la candidature à la présidentielle de 2026, je pense qu'on n'a pas encore peut-être vraiment convaincu les gens parce qu'on a des partis politiques qui n'ont pas encore assez de figures, on n'en connaît pas beaucoup. On en voit une, deux, j'ai pas envie de citer de nom, mais on n'a pas de très grandes figures. J'ai lu un quotidien ce matin titré qu'il y a manque de présidentiable. On a comme cette impression. Parce que Soleil Bénin Info. Le Soleil Bénin Info. Quand vous voyez par exemple le bloc républicain. Le bloc républicain, aujourd'hui, l'homme fort et conforté dans sa force, c'est Abdoulaye Biolchane, mais qui ne peut pas être présidentiable en 2026 par exemple, parce que l'un des critères principaux de l'âge des 70 ans dans la constitution béninoise le disqualifie. Quand vous sortez Abdoulaye Biolchane du bloc républicain, vous me direz qu'il y a beaucoup d'autres acteurs politiques. Mais quelle est cette tête de pont que vous voyez encore tout de suite? Par contre, à l'Union progressiste, c'est là où c'est compliqué. Quand vous regardez du côté de l'Union progressiste, oui.
c'est intéressant en ce sens que dès lors qu'on n'a pas une tête forte qui se dégage tout de suite, la compétition est ouverte. Et puisque nous sommes en démocratie, eh bien allons en compétition. Des partis qui n'ont jamais fait de vote pour les instances dirigeantes, je crains que ces partis aient les moyens d'aller faire des élections primaires. Comment on désigne les responsables alors? Bon, on a tout expliqué sauf le mot de désignation par exemple. On ne nous a pas dit que c'est un vote. Sur la question, je ne suis pas sectaire. Un congrès ne règle pas tous les problèmes. Et quoi qu'en soit le nombre de congrès que ces partis vont organiser, eh bien, il y aura toujours d'autres niveaux d'appréciation. Comme je le dis, il y a ce qui peut se faire au niveau du parti politique, mais concernant les partis de la mouvance, il y a ce qui se passe aussi dans la tête du chef de l'État, qui reste vraiment le chef de la mouvance. Et donc, quoi qu'en soit les calculs qui se feront au niveau des partis politiques, qui ne prendront pas en compte ce qui se passe vraiment dans la tête du chef de l'État, je ne pense pas que... C'est quand même curieux. Je vous donne quelqu'un qui est en train de finir son deuxième mandat et qui a priori ne doit pas être candidat, soit d'une influence aussi forte, comme vous le dites, sur celui qui passe la main. Il passe la main aujourd'hui. Donc le système partisan. Donc les partis ne sont pas encore forts. Quel parti? Non, écoutez, on va finir. Oui, Patrice Talon, il a dit au départ, il a dit, vous gouvernez lorsque vous maintenez des gens sous votre griffe, vous joug, vous décidez de tout, et on l'a vu à l'œuvre jusque-là. Donc, il aura son mot à dire dans la désignation. Vous allez au Sénégal aujourd'hui, comme on parle de présidentiable absent, moi, je n'en suis pas aussi sûr. Vous allez au Sénégal, le candidat qui est désigné par Macky Sall pour porter le flambeau, ça divise la classe politique, et des candidatures commencent par se révéler. Son ministre de l'Agriculture qui a démissionné. Est-ce que nos congrès actuellement nous mettent à l'abri de cela? C'est la question. Non, moi, je pense que véritablement, l'épreuve, je dois dire, de 2026 va être vraiment cruciale pour ce parti sur deux aspects. D'abord, que Patrice Talon est en train de finir un deuxième mandat et que ce tournant oblige les partis politiques à trouver un moyen désormais de se trouver des représentants pour la compétition. Et donc, on ne pourra plus aller en coalition comme on l'a fait en 2021. Pardon. Et donc, cette question, la tranchée va être vraiment une épreuve fondamentale pour les partis. Il faudrait justement que les congrès en série là puissent y répondre. La deuxième chose, c'est justement aussi les autres élections, parce qu'on fait un focus sur la présidentielle alors que les autres élections sont aussi d'importance. Il y a des gens qui veulent continuer à conserver leur poste de maire ou de député, etc. Et ça va être vraiment une épreuve. Alors, est-ce que les partis tels qu'ils sont structurés, ils se sont vraiment préparés à l'idée qu'ils peuvent être sur tous les fronts à la fois, présidentiel, communal, députation, etc. et garder, je dois dire, la forte concentration et la solidarité qu'il leur faut pour avoir, je dois dire, les chiffres en termes donc d'expression de voix. C'est la question. Et je pense qu'ils doivent continuer à réfléchir à ce propos. Aller en congrès. S'ils le veulent, hein. Si c'est le congrès qui doit... C'est le congrès qui doivent les aider, ou s'ils doivent continuer à relire le code, les différents tests politiques qui régissent leur survie, ou s'ils doivent continuer encore à davantage se conseiller et se parler, ou à aller voir Patrice Talon pour davantage de décisions. Ça, c'est eux qui décident. Moi, je ne fais que faire une analyse. Ça vous dit deux mots sur le sport? Le Bénin est éliminé. Content ou pas? Ça nous dit deux mots. Personne n'est content quand son pays est éliminé. Ah oui? Ah oui, il y en a qui sont contents. Moi, je préfère qu'on finisse comme ça. Oui. Moi, je préfère qu'on finisse comme ça que de colmater le truc, de se retrouver par acrobatie en une phase finale et d'être la risée de tout le monde. Parce qu'on sait qu'on n'a pas une équipe nationale de football actuellement. On n'a pas été une risée, par exemple, en 2019, si nous étions en quart de finale, même si nous n'avons gagné aucun match jusqu'à y en arriver. Vous savez, pour moi, la participation est importante. Manquer les rendez-vous continentaux et internationaux en matière de sport, quelles que soient les conditions, c'est important. Et aujourd'hui, moi, je pense que la façon dont nous avons perdu ce match au dernier moment face au Mozambique doit nous permettre d'avoir un peu plus de rigueur dans notre football. Les réformes, oui, mais un peu plus de rigueur. Vous voyez comment on perd dans les arrêts de jeu, dans les dernières minutes. Franck, je suis tout autant déçu que... Enfin,
que William. Vous avez dit que vous préférez que ça finisse comme ça. Plutôt que d'être à la risée de tout le monde. Et ça va durer combien de temps? Ah, moi, je ne sais pas, il faut demander aux joueurs. C'est beaucoup de millions qui sont investis. Nous n'allons jamais à la phase finale. On n'a pas encore fait chaque année, on reprend. Nous avons la pétanque, nous avons le roller, nous avons le basketball, nous avons... Allons explorer ailleurs. Parce qu'à chaque année, on investit et on revient à la maison, on les convoque, on revient. Bon, franchement, ça commence pas. Même si le sélectionneur actuel fait des efforts de rajeunissement qui pourraient donner des fruits dans peu de temps. On n'a pas de finition dans notre jeu. La finition, c'est de nous voir à la face. On peut aller jouer un match et revenir. Moi, je suis d'accord, mais qu'on n'aille pas et qu'on fasse les éliminatoires, qu'on revienne à la maison. L'année qui suit, on reprend. Et puis... Mais je pense que nous avons un résultat. Tout est à refaire. Merci beaucoup. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici la réalisation d'Idriss Boukari qui nous rappelle un peu ce qui s'est passé comme actualité la semaine passée. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Depuis lundi dernier et ce jusqu'au mercredi 13 septembre 2023, Cotonou abrite les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité interparlementaire de l'UEMOA. Les députés béninois aux côtés de ceux des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine échangent sur divers sujets économiques, sociaux et politiques dans la sous-région. Le point de l'exécution du budget 2023 du comité au 31 août 2023, la situation sociopolitique dans les États membres de l'UEMOA sont entre autres sujets en cours de discussion pendant cette session. Les travaux ont été ouverts en présence de l'honorable Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Le Bénin, à l'instar de plusieurs pays du monde, a célébré vendredi dernier la Journée internationale de l'alphabétisation. À l'occasion de cette 58e édition, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle s'est adressé à la population béninoise. Dans son message, Yves Kouaro-Chabi a félicité et appelé les acteurs du système éducatif à plus d'engagement afin de relever les prochains défis. Le thème retenu pour cette année est intitulé « Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondements de sociétés durables et pacifiques ». Pour le ministre des Enseignements techniques et de la formation professionnelle, c'est l'occasion d'examiner et de faire le point sur les approches d'alphabétisation pouvant contribuer à bâtir un fondement solide pour l'épanouissement de l'homme. Aussi, cette journée permettra-t-elle de réinventer l'avenir de l'enseignement et de l'apprentissage arrimé à l'alphabétisation dans le contexte d'un monde en transition. Le concours de recrutement de 15 auditeurs au profit de l'Inspection générale des finances, session de septembre 2023, s'est déroulé les samedis et dimanches derniers. Au lycée technique Koulibaly à Cotonou, plus de 300 candidats ont composé dans 4 matières, à savoir culture générale, finances publiques, comptabilité générale et une épreuve optionnelle. Organisé par le ministère du Travail et de la Fonction publique, le concours est ouvert aux fonctionnaires et aux candidats externes. L'objectif est de renforcer l'effectif des auditeurs pour un contrôle efficace des finances publiques. Le plan de contingence nationale a été actualisé à Grand Popo dans le département du Mono. C'était à la faveur d'un atelier de réflexion de 3 jours qui a démarré mardi dernier et qui a regroupé les membres de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Les travaux visent à permettre au Bénin de mieux préparer une réponse aux urgences. L'actualité de la semaine dernière, c'est aussi la tenue mardi dernier à Cotonou d'un séminaire en vue du lancement du rapport intitulé « Lien entre extrémisme violent et activités illicites au Bénin ».
Il s'agit d'un document censé rendre compte des études réalisées sur les causes des menaces terroristes dans les départements de l'Atakora Donga et de Bogu à Libouri. Les travaux ont été conduits par l'ABGF et l'Institut d'études de sécurité. Ces résultats, loin de servir seulement les chercheurs, s'adressent aux forces de défense et de sécurité, aux services de renseignement et aux autres acteurs de la lutte ou de la prévention de l'extrême violence. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Fraternité rappelle ce lundi que le Bénin abrite depuis le vendredi 8 septembre 2023 à la place de l'Amazone la 50e édition du championnat du monde de pétanque et jeux provençal. Empreinte de solennité, la cérémonie d'ouverture du dit championnat qui s'est déroulée en présence des sommités mondiales et nationales de la pétanque a enregistré 37 pays. Il s'agit entre autres de la France, du Mexique, de l'Algérie, du Togo, du Cambodge, du Canada, de l'Allemagne, du Japon, des États-Unis, du Kazakhstan, du Bénin. Pour l'occasion, 4 jours seront consacrés aux doubles individuels et aux triplettes masculines et le tir de précision pour les hommes pour les 4 derniers jours. Mylène Zouno du Bénin et Beji Mouna de la Tunisie ont lancé le championnat. Mais avant, c'est l'Organisation mondiale de Cotonou qui retient les attentions à la cérémonie d'ouverture. Le pays émergent pointe que lors du lancement des hostilités le samedi, le président de la Confédération africaine des sports boules, El Hadj Ibrahima Idrissou, a reconnu que la marche n'a pas été facile avant d'accueillir une telle compétition au Bénin. Visa Info le rapporte qui rappelle que cette organisation est un rêve du gouvernement que nous avons porté de toutes nos forces, de toute notre âme, avec grande foi, humilité et conviction. De façon très inattendue, renseigne l'autre quotidien, cette première journée des compétitions a enregistré la visite surprise du premier citoyen béninois, Patrice Talon, avec à ses côtés le ministre des Sports Oswaldo Meki a tenu à venir témoigner son soutien aux boulistes béninois et sa gratitude à toutes les délégations venues rehausser l'événement de par leur présence à Cotonou. L'apothéose aura été la présence dans l'après-midi du chef de l'État, Patrice Talon, qui est venu rehausser l'événement de tout son éclat, insiste le journal. En parcourant les colonnes de la Nation, on lit Claude Azema, président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'État béninois. C'est inimaginable ce que nous voyons au Bénin. Je ne sais pas s'il y a un autre pays au monde qui, en 4 mois, peut réussir à mettre en place ces installations, a-t-il indiqué en félicitant le peuple béninois et ses dirigeants. Et pendant que les guépards et Amazones boulistes entament le 50e mondial de pétanque, les guépards footballeurs peinaient devant les Mambas du Mozambique. Et comme le souligne l'autre quotidien, c'est une nouvelle grosse désillusion pour les amoureux du cul rond béninois. Après avoir manqué la CAN Cameroun, le Bénin ne disputera non plus la phase finale de la CAN 2023. Une situation qui laisse un goût amer lorsqu'on regarde la composition de ce groupe qui était pourtant à la portée des guépards du Bénin. Bénin Intelligent complète en écrivant qu'à l'instar de l'édition dernière au Cameroun, le drapeau du Bénin ne sera pas hissé en Côte d'Ivoire en janvier 2024 lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le match décisif entre Mamba du Mozambique et Guépard du Bénin a vu les poulains du sélectionneur Gernot Rohr courber les chines 3-2 à Maputo, disant ainsi adieu à leur ultime chance de qualification. Sous le titre « Les grandes leçons de l'élimination des Guépards », Fraternité fait observer que c'est encore des regrets pour le Bénin. La sélection nationale a une nouvelle fois manqué de peu la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations.
d'écureuils à Guépard, la désillusion est toujours au rendez-vous. Elle consiste à perdre des points inutilement et à espérer le miracle lors des dernières journées. Les Guépards n'ont pas dérogé à la tradition à l'occasion de ces éliminatoires pour la CAN ivoirienne de 2023. Les écureuils d'alors, sous les ordres de Moussa Latoumi, avaient mal entamé la campagne dès le début. Une défaite logique à Dakar face aux champions d'Afrique en titre dès le départ des éliminatoires. Mais le péché mignon a été commis à domicile. La bande à Moussa Latoumi a dormi un peu et est passée à côté de son match, essuyant un revers incompréhensible 0-1. Vie des partis politiques, le bloc républicain sonne la remobilisation de ses troupes, ce que rapporte le matinal qui renseigne que responsables, cadres, militants et partisans du parti bloc républicain étaient en congrès extraordinaire le samedi 9 septembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de la séance, dont l'installation des nouvelles instances dirigeantes du parti et l'instauration d'un nouveau mot d'ordre. Les travaux ont consacré l'élection d'Abdoulaye Biotchane au poste de président du parti du Cheval Cabré. À l'issue des travaux, d'importantes réformes innovantes ont été opérées pour davantage impacter le paysage politique du pays, dont l'élargissement et l'installation du bureau politique à toutes les personnalités des 24 circonscriptions électorales, avec une quasi-présence de jeunes et des femmes pour injecter du sang neuf au rouleau compresseur. Dans la suite, la nation informe que la décision extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2023 a regroupé les membres du gouvernement, les représentants des organisations patronales et les secrétaires généraux des confédérations syndicales de travailleurs. À l'ouverture des travaux, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président de la commission, a indiqué que l'objectif visé à travers cette session est de convenir des meilleures conditions possibles nécessaires pour une année scolaire et universitaire apaisée. Comme à son habitude, ajoute le matinal, le gouvernement tient à la bonne reprise des classes. À cet effet, il s'emploie à honorer ses engagements en réglant les préalables afin de lever les éventuels goulots d'étranglement. Au nombre des décisions, l'avance exceptionnelle d'un mois de salaire aux aspirants au métier d'enseignant. Il s'agit là d'un renouvellement de cette initiative que le gouvernement avait prise l'année dernière à l'orée de la rentrée 2022-2023 au profit de cette catégorie d'enseignants. Le meilleur, rapporte le président de la commission, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, pour lequel le gouvernement entend poursuivre ses efforts en organisant les concertations, les consultations et les négociations collectives nécessaires en vue de la promotion du dialogue social dans l'optique du renforcement de la gouvernance concertée, gage de paix et facteur essentiel du développement durable. Merci d'être resté à l'écoute. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Aujourd'hui, c'est le 11 septembre. On va avoir à mémoire et à l'esprit les victimes de l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ça fait donc quelques années que l'incident est revenu et qui a quand même lancé ce qui est devenu comme une pieuvre à travers le monde, le terrorisme. Merci d'avoir été là. Vous passez une très bonne journée, très bonne semaine de travail aussi.